Salam alaikum. Aujourd'hui nous allons faire la série numéro 3 qui s'intitule Principe d'incertitude d'Eisenberg et nombres quantiques. Donc nous allons commencer par l'exo 1. Calculer la longueur d'onde associée à chacun des systèmes matériels suivants. Un véhicule de masse 1 tonne se déplaçant à une vitesse de 100 km par heure. Une balle de fusil de masse 2 grammes dont la vitesse est de 700 mètres par seconde. Un proton accéléré par une tension de 150 volts dans le vide et un électron d'énergie cinétique égale à 54 électronvolts. Et dire la conclusion. Alors, on doit calculer la longueur d'onde qui est associée à cette masse-là qui se déplace à 100 km par heure. Donc, comment on fait? Premièrement, nous avons la relation l'énergie est égale Hc sur lambda. Et aussi, nous avons la relation suivante, E est égal mc au carré. Donc, Hc sur lambda est égal mc au carré. Et on va déterminer lambda. Lambda est égal à h sur m fois c. Alors, lambda est égal h sur m fois c. Cette relation, elle est valable pour les photons. Les photons, c'est une lumière. La lumière, la vitesse de la lumière, c'est c. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Il se trouve que cette loi-là, elle est aussi valable pour des objets qui se déplacent à une vitesse donnée. Donc, pour d'autres objets, ça sera, autre que la lumière, ça sera lambda est égal h sur m fois v. Cette équation, c'est l'équation de Broglie. L'équation de Broglie, c'est lambda est égal h sur m fois v. H, joule par seconde, le m, c'est en kilogrammes, et la vitesse, c'est mètres par seconde. Donc, pour résoudre cet exercice-là, nous allons utiliser cette loi-là, lambda est égal h sur m fois v. Donc, pour A, un véhicule de masse 1 tonne se déplaçant à une vitesse 100 km par heure. Donc, remarquons que la masse, elle est en tonnes et la vitesse, elle est en km par heure. Donc, il faut faire les transformations nécessaires. La vitesse, elle doit être en mètres par seconde. Rappelez-vous, la loi V est en mètres par seconde. V, c'est 100 km par heure. Alors, 100 km par heure donne 27 778 mètres par seconde. Donc, comment on passe de là à là? Le kilomètre, quand on le convertit en mètres, on multiplie par 1000, donc fois 10 puissance 3. Et H, c'est l'heure, quand on l'a converti en secondes, on multiplie par 3600. Donc, on prend 100, on va la multiplier par 10 puissance 3 sur 3600, on va trouver cette valeur-là. Alors, lambda, d'après cette loi-là, h c'est la constante de Planck. Donc, lambda est égal à la constante de Planck sur m, la masse qui est égale à 1 tonne. 1 tonne en kilogrammes, c'est 1000 kg. Alors, c'est h sur 1000 kg fois la vitesse qui est 27,778. Ça nous donne 2,39 fois 10 puissance moins 38 mètres, qui est égal à 2,39 fois 10 puissance moins 28 Armstrong. Alors, pourquoi je convertis en Armstrong? Je convertis en Armstrong, ça va m'être utile pour faire notre conclusion à la fin. Donc, B. Question B. Une balle de fusil de masse 2 grammes dont la vitesse est de 700 mètres par seconde. Donc on prend cette masse, on va la convertir en kilogrammes, et on prend cette vitesse telle qu'elle est, en mètres par seconde. On remplace dans cette loi-là, lambda est égal à h, constante de Planck, sur m, la masse, on va la convertir en kilogrammes. Donc vous avez 2 grammes, qui vont, quand on convertit en kilogrammes, ça deviendra 2 fois 10 puissance moins 3 kg. Et la vitesse, c'est 700 mètres par seconde. On trouve lambda égale à 4,74 fois 10 puissance moins 24 Armstrong.
Bien sûr, vous allez trouver un lambda est égal à 4 fois 64 4,74 fois 10 puissance moins 34 mètres. Et quand vous convertissez en Armstrong, vous allez trouver 4,74 fois 10 puissance moins 24. Maintenant, passons à l'exemple au cas C. Donc, un proton accéléré par une tension de 150 volts dans le vide. Contrairement aux deux autres exemples, nous avons une masse et une vitesse. Par contre, ici, nous avons une tension appliquée. La tension qu'on va appeler U. Cette tension est de 150 volts. Donc, c'est un proton auquel nous allons appliquer une tension de 150 volts pour l'accélérer. Alors, vous avez l'énergie cinétique est égale à 1 sur 2 mv au carré. La même énergie cinétique est égale aussi à EU. E, c'est la charge d'un électron. U, c'est la tension appliquée à cet électron. Alors, de cette relation-là, nous avons 1 sur 2 m au carré v au carré est égal à m EU. Qu'est-ce que nous avons fait à cette relation-là? Nous avons multiplié ce côté-là par m et ce côté-là aussi par m. Donc, m devient m au carré ici. Et ici, nous avons multiplié par m, par la même valeur. Alors, de cette relation-là, nous avons mv, donc m fois v, est égal, le 1 demi, quand il vient on va le mettre de l'autre côté, ça va devenir 2meu, 2meu, donc mv est égal racine carrée de 2meu. Cette loi-là, mv, c'est quoi? C'est la racine carrée de 2meu. M, c'est la masse du proton. Pourquoi c'est la masse du proton? Parce que ici, c'est un proton qui est accéléré par une tension de 150 volts. Alors, c'est la masse du proton. Elle est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. E, c'est la charge de l'électron, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et U, c'est la tension qu'on a appliquée au proton, qui est égale à 150 volts. Alors, pourquoi ici nous avons calculé le MV? Quelle est l'importance pour nous de connaître M fois V? Tout simplement parce que nous avons la relation lambda est égale à H sur MV. Si on connaît le MV, alors on va connaître notre lambda. Alors, on continue. MV, on trouve qu'il est égal à 28,3 fois 10 puissance moins 23 kg mètre par seconde. Lambda est égal à H sur MV. Le MV, nous l'avons calculé. Donc, il reste juste à calculer lambda, qui est égal à 2,34 fois 10 puissance moins 12 mètres. Et qui est égal à 2,34 fois 10 puissance moins 2 Armstrong. Voilà. Donc, ça, c'était en ce qui concerne l'exemple EC. Maintenant, nous allons voir l'exemple D. D, c'est un électron d'énergie cinétique qui est égal à 54 électronvolts. Donc, il s'agit d'un électron dont l'énergie cinétique qui est égale à EC est 54 électronvolts. Alors, EC est égal à 1 demi mv au carré. Ça, c'est la loi de l'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à cette loi-là? Nous allons faire de sorte que d'avoir le mv à la fin. Donc, comment on fait? On va multiplier les deux côtés par m. Donc, ça sera mec est égal à 1 demi m au carré, v au carré. Le m, quand on le multiplie par un autre m, ça devient m au carré. Donc, de cette loi-là, nous allons avoir ça. Donc, le 2, on le ramène ici, ça devient 2 mec est égal à m au carré fois v au carré. Et le mv est égal à la racine carrée de 2mec, tel que m, c'est la masse de l'électron. Pourquoi est-ce que c'est la masse de l'électron? Parce que notre exemple, c'est l'électron. EC, c'est l'énergie cinétique qui est égale à 54 électronvolts. D'accord? Donc, on ne peut pas la laisser en électronvolts, on doit la convertir en joules pour avoir une masse fois la vitesse en kilogrammes mètre seconde moins 1.
Donc si on ne convertit pas en joules, nous n'allons pas avoir ce kilogramme, mètre seconde moins 1. Alors, comment on fait pour convertir une énergie en électrons en joules? Donc, c'est 54 électronvolts, on va la multiplier par 1,6 10 puissance moins 19 pour avoir notre énergie en joules. La masse, elle est en kilogrammes. Voilà. Donc, nous allons avoir mv est égal à 39,68 fois 10 puissance moins 25 kg mètre seconde moins 1. Une fois que nous avons calculé, une fois mv calculé, lambda est égal h sur mv est égal à 1,67 fois 10 puissance moins 10 mètres qui est égal à 1,67 Armstrong. Maintenant que nous avons calculé toutes les lambdas associés à chaque objet, la conclusion est, nous avons deux échelles. Vous remarquez ici un véhicule, une balle, un proton, un électron. Nous avons des objets qu'on peut voir à l'œil nu, qu'on va appeler, qui sont les objets qu'on peut voir à l'œil nu, c'est l'échelle macroscopique. Échelle macroscopique. Et les objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est les microscopiques, protons et électrons. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque pour les objets macroscopiques, lambda est trop petite, donc inobservable. Voyons voir les lambda du véhicule et de la balle. Alors, nous avons trouvé que lambda est égal à 2,39 fois 10 puissance moins 28 Armstrong. Donc c'est moins 38 mètres. Donc pour un véhicule qui pèse 1 tonne, on a une lambda vraiment très faible. Donc cette lambda est tellement faible qu'elle est inobservable. D'accord? Donc pour le B, lambda, pour le B, c'est la balle tirée d'un fusil. Cette balle-là, elle pèse 2 grammes. Pour 2 grammes, on trouve un lambda 4,74 fois 10 puissance moins 24 Armstrong. Encore une fois, ici aussi, c'est très petit par rapport à notre objet. Donc, l'observation, c'est lambda est trop petite, donc inobservable. Alors, l'aspect ondulaire est négligeable. Donc, l'aspect ondulaire associé à l'objet est négligeable. Par contre, lambda à l'échelle microscopique, donc quand il s'agit d'un électron ou d'un proton, lambda calculé est du même ordre de grandeur que la particule. Remarquons ici que pour C et D, on trouve lambda 2,34 10 puissance moins 2 Armstrong. Donc, elle est du même ordre de longueur que un proton. Donc, un proton, c'est à peu près, il est du même ordre de grandeur que son onde, lambda. La même chose ici, pour l'électron, il est du même ordre de grandeur que son onde associée, 1,67 Armstrong. Donc, la particule, donc lambda, est non négligeable. On a un aspect ondulatoire. On a ce qu'on appelle un aspect ondulatoire. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'exercice numéro 1. Maintenant, on passe à l'exo numéro 2. Quelle est l'incertitude maximale sur la position du système matériel suivant? Alors, incertitude maximale sur la position des systèmes matériels. Donc, chaque système matériel, on va voir les systèmes matériels tout d'abord. Nous avons une automobile, une balle de fusil, un proton et un électron. Donc, chaque matériel, il a une position donnée dans l'espace. Cette position, on peut la connaître
mais il se trouve que cette position-là, on peut la connaître avec une incertitude maximale. Donc, ça veut dire que cette position vient avec une incertitude. Donc une delta, c'est l'erreur qu'on peut commettre sur le calcul de la position de ce matériel, l'incertitude maximale sur la position. Alors on prend le premier cas, une automobile roulante. Alors avant de prendre le premier cas, voyons voir comment on peut calculer l'incertitude sur la position. Tout simplement en utilisant l'incertitude d'Eisenberg. Donc, l'incertitude d'Eisenberg, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que delta x fois delta p, tel que delta x, c'est l'incertitude sur la position, delta p, c'est l'incertitude sur le mouvement, la quantité de mouvement. Donc, delta x fois delta p est supérieur ou égal à h bar. H bar, c'est quoi? C'est la constante de Planck sur 2pi. Donc c'est cette loi-là. Cette relation-là devient delta x fois delta v est supérieur ou égal à h bar sur m. D'où vient le delta v et le m? Tout simplement parce que la quantité de mouvement est égale m fois v et delta p est égal m fois delta v. M fois delta v, donc ça devient delta x fois m fois delta v supérieur ou égal h bar. Alors on va garder ici juste delta x fois delta v et la masse on va la ramener de l'autre côté. Ça devient delta x fois delta v est supérieur ou égal à h bar sur m. Delta x, qui est l'incertitude sur la position, est supérieur ou égal à h bar sur delta v fois m. Et delta x devient alors supérieur ou égal à, on va prendre ce h bar, on va le développer en h sur 2p. Donc delta x devient supérieur ou égal à h sur delta v fois m. Et le h bar, c'est h sur 2p. Donc on va travailler avec cette loi-là pour connaître l'incertitude sur la position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, prenons l'exemple A. Une automobile roulant à une vitesse de 60 plus ou moins 1 km par heure, ayant une masse de 500 kg. Donc, connaissant la vitesse plus l'incertitude sur la vitesse, delta V, donc ce delta V, c'est l'incertitude sur la vitesse. Donc, delta V, c'est l'incertitude sur la vitesse. Donc, connaissant la vitesse et l'incertitude de la vitesse plus la masse, quel est le delta x de cette automobile qui roule à 60 plus ou moins 1 km par heure. Donc, le delta x, ça sera l'incertitude maximale sur la position. Donc, en connaissant la vitesse, si on veut calculer la position du véhicule, quelle sera l'incertitude sur ce calcul-là? Donc, sur la position de ce véhicule. Alors, on prend l'exemple A. D'abord, on prend delta V en mètres par seconde. Pourquoi en mètres par seconde? Parce que nous avons le H en joules par seconde. Voilà, nous allons utiliser le système MKSA. Alors, delta X est supérieur ou égal à H sur 2pi m delta V. Le delta V, c'est en mètres par seconde. La masse, ce sera en kilogrammes. Et le H, c'est la constante de Planck. Donc, en calculant, nous allons trouver delta X, pardon, ici, X. Bon, pardon, ici, c'est delta X et non pas delta V. Delta X est supérieur ou égal à 7,6 fois 10 puissance moins 37 mètres. Delta X est supérieur ou égal à 7,6 fois 10 puissance moins 27 Armstrong. Alors, B. Maintenant, nous avons calculé le delta X du premier exemple. Maintenant, prenons la deuxième B, le deuxième cas. Une balle de fusil de masse 2 grammes dont la vitesse est 700 plus ou moins 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, c'est notre delta V. Alors, nous devons calculer notre delta X.
Delta x, nous allons aussi le calculer à partir de cette relation-là. Delta x supérieur ou égal à h sur delta v m de pi, ou delta x sur h de pi delta vm. Alors, nous trouvons que delta x est égal à 5,28 fois 10 puissance moins 33 m. Delta x est supérieur ou égal à 5,28 fois 10 puissance moins 23 Armstrong. N'oubliez pas ici de prendre les 2 grammes et de les convertir en kilogrammes. Aussi, de prendre la vitesse et bon, la vitesse, elle restera la même. Notre delta V, ça sera toujours 10 mètres par seconde. Voilà. Pour l'exemple C. Pour l'exemple C, un proton dont la vitesse est déterminée à 1 mètre par seconde près. Alors, 1 mètre par seconde près, c'est quoi? C'est notre delta V. Donc, delta X, ça sera supérieur ou égal à 6,3 fois 10 puissance moins 8, et qui est égal à delta X supérieur ou égal à 630 Armstrong. Donc, n'oubliez pas, pour convertir du mètre vers le Armstrong, on multiplie par 10 puissance 10. Donc, pour faire le calcul de la question C, on doit connaître la masse du proton. Donc, on prend cette loi-là, ça sera delta x supérieur à h sur delta v. Le delta v, c'est 1 mètre par seconde. La masse du proton, c'est donné ici. Donc, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 grammes. Donc, il faut convertir en kilogrammes. Fois 2 pi. D'accord? Voilà. Donc, après, on calcule le cas D. Le cas D, un électron d'énergie cinétique égale à 54 électronvolts dont l'erreur relative sur l'énergie est de 1%. Donc, comment on fait? Nous avons l'énergie cinétique est égale à 54 électronvolts. Avec delta EC sur EC est égal à 1 sur 100 est égal à 0,01. 1 sur 100, pourquoi? Parce que ici, c'est 1%. Donc, le delta EC sur EC est égal à 0,01. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'énergie cinétique? On sait qu'elle est égale à 1 demi mv au carré. Si on dérive cette équation-là, nous allons avoir DEC sur EC est égal à 2 dV sur V. Alors, ça est équivalent aussi à delta EC sur EC est égal à 2 delta V sur V. Alors, de la relation 1, sachant que V d'après la relation 1 est égal à la racine carrée de 2 EC sur M. D'accord? Donc V à partir de cette équation est égal à la racine carrée de 2 EC sur M. Avec EC est égal à 54 électronvolts qu'on va convertir en joules en multipliant par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc là, ça, c'est tout ça. Sur M, M, c'est la masse en kilogrammes. 9,11 fois 10 puissance moins 31 kilogrammes. Alors, quand on remplace ici, on trouvera la vitesse est égale à 4,36 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc, à partir de la relation 2, delta EC sur EC est égal à delta V sur V. Maintenant que nous avons calculé notre V, nous allons écrire delta V est égal à V fois delta C sur 2 EC. Donc, on remplace juste, on va juste déterminer le delta V à partir de cette équation-là. Et pourquoi c'est si important pour nous de déterminer le delta V ici? C'est juste pour pouvoir utiliser cette loi-là pour déterminer le delta X. N'oubliez pas, pour avoir delta X, il faut avoir le delta V. Alors, tout ce que nous avons fait dans le cas D, c'est de calculer notre delta V. Delta V est égal à V delta EC sur 2 EC. Donc ça, c'est à partir de cette relation-là. Delta V est égal à 2,18 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Donc nous avons,
Donc ici, nous avons tout. Il suffit juste de remplacer pour avoir 2,18 fois 10 puissance 4. Maintenant, on calcule le delta x. Comment on va le calculer? À partir de la loi que je vous ai montrée juste maintenant. Donc c'est à partir de cette loi-là. Le H, le delta V, la masse c'est quoi? C'est la masse d'électrons fois 2pi. On trouve delta x supérieur ou égal à 53 Armstrong. En réalité, on trouve 53 fois 10 puissance moins 10 mètres. Et quand on multiplie par 10 puissance 10, on trouve 53 Armstrong. Encore une fois, ici, on a converti en Armstrong pour pouvoir faire notre conclusion après. Donc la conclusion qu'on peut faire, comme pour l'exercice 1, nous allons diviser nos résultats en deux parties. La partie microscopique et la partie macroscopique. Macroscopique, c'est les objets qu'on peut voir à l'œil nu. Microscopique, c'est les objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, tels que l'électron et le proton. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que delta X est très petit comparé à la taille de l'objet dans l'échelle macroscopique. Quelles sont nos échelles macroscopiques? Nous avons l'automobile et la balle. Par rapport à l'automobile et la balle, on trouve que delta X est très petit comparé à la taille de l'objet. Voyons voir les delta X qu'on a calculés dans A et B. A, on trouve delta X 7,6 fois 10 puissance moins 27 Armstrong. Donc, l'incertitude sur la position, elle est très petite, minuscule. B, la même chose, on trouve, elle est égale à 5,28 fois 10 puissance moins 23 Armstrong. Alors, l'incertitude sur la position, elle est très petite par rapport à l'objet, à la taille de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que, connaissant la vitesse avec un bon delta V, donc avec une bonne incertitude sur la vitesse, on peut connaître la position de l'objet. Vu que delta X est très petit, donc on peut connaître la position de cet objet. Donc si on veut calculer sa position, on le peut. Par contre, à l'échelle microscopique, la loi d'Eisenberg, l'incertitude d'Eisenberg, qu'est-ce qu'elle nous fournit comme information? Elle nous dit que notre delta X calculé est très grand comparé à la taille de l'objet. Donc, nous avons une incertitude de position qui est très grande par rapport à la taille de l'objet. Alors, si elle est grande, bon, voyons voir à quel point elle est grande. Donc, c'est le cas C. C, nous avons trouvé 630 Armstrong. Donc, 630 Armstrong, c'est très grand par rapport à la taille d'un proton. Et D, nous avons trouvé 53 Armstrong, qui est aussi très grand par rapport à la taille d'un électron. Alors, vu que delta X est très grand par rapport à la taille de cet objet-là, alors la conclusion est avec une vitesse. Quand on connaît la vitesse d'un électron ou d'un proton, ou d'un objet microscopique, avec son incertitude sur la vitesse, on ne peut pas connaître la position de l'objet. Donc, nous avons un électron qui se déplace à une vitesse donnée. Donc, on ne peut pas connaître la position de cet électron avec... on ne peut pas la connaître, c'est tout. Donc, à partir de cet exercice-là, nous avons conclu que, à l'échelle macroscopique, connaissant la vitesse et l'incertitude sur la vitesse, on peut connaître la position de l'objet. Par contre, sur l'échelle microscopique, connaissant la vitesse et l'incertitude sur la vitesse, on ne peut pas connaître la position de cet objet-là. Donc ça, c'était en ce qui concerne l'exercice 1 et l'exercice 2. Je récapitule pour l'exo 1.
En général, on travaille avec cette loi-là. Donc, H sur MV. Donc, il faut toujours déterminer le MV et calculer le lambda. N'oubliez pas de toujours convertir. Et l'exercice numéro 2, en ce qui concerne l'exo 2, on calcule toujours l'incertitude sur la position par la loi suivante, delta x est égal à h sur delta v fois m fois 2pi. Donc, il faut toujours avoir notre delta v. N'oubliez pas de convertir les masses et tous les paramètres en système MKSA. Donc, pour calculer le delta V, soit on nous le donne, soit on le cherche grâce à d'autres lois comme l'énergie cinétique. Ça dépend des données qu'on a. Donc voilà, ça c'était en ce qui concerne l'exercice 1 et l'exercice 2.